Normalement, dans le fonctionnement rêvé des économistes mainstream, les crises sont des moments où on purge les problèmes de l'économie et puis ensuite ça repart et puis tout va bien. Quelles que soient les crises, des crises politiques, des crises économiques, des crises sanitaires, elles vont impacter notre rapport au temps, elles vont impacter notre jugement du temps au quotidien et elles vont impacter aussi ce que l'on appelle notre perspective temporelle. Dès qu'on parle du temps libre, c'est toujours plus compliqué parce que justement, de quoi est-il censé être rempli ce temps libre ? Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. Pour cet épisode consacré aux crises et aux temporalités, nous avons fait le choix d'inverser l'ordre habituel. On va commencer non pas par le débat, mais par un face-à-face pour bien poser les bases de la réflexion. Car avant de parler des crises qui se succèdent, qu'elles soient économiques, politiques, écologiques ou encore sanitaires, il faut peut-être s'arrêter sur ce qu'elles ont en commun. C'est-à-dire une pression temporelle croissante, une accélération permanente et une difficulté à habiter le temps autrement que dans l'urgence. Dans cette première partie, j'échange avec Olivier Amand, biologiste et chercheur, pour interroger le rapport au temps à la lumière du vivant. Il sera bien sûr question d'accélération, mais aussi de contrôle, de performance et de robustesse. Autant de pistes pour comprendre comment nos sociétés se sont mises sous tension et ouvrir un débat que nous poursuivrons ensuite à plusieurs voix. Olivier Amand, bonjour. Bonjour Olivier. J'ai le plaisir de te retrouver dans Mismatch pour le face-à-face. Alors c'est un face-à-face qui va se tenir à distance, via écran et téléphone interposé, puisque tu es à Lyon, l'actualité étant chargée, tu n'as pas pu faire le déplacement. Et il y a eu, on en parlait il y a quelques secondes hors antenne, la venue d'Hartmut Rosa à l'ENS Lyon que tu as animé, présenté, avec lequel tu as discuté, parce qu'il s'est vu remettre le titre de docteur honoris causa. C'est pas un hasard tout à fait, puisque Rosa, il nous intéresse aujourd'hui. On travaille sur les temporalités, les crises, l'accélération du temps. Donc on va en parler aussi, mais avec ton approche, l'approche de la robustesse. Alors pourquoi la robustesse ? Je te présente, tu es biologiste, tu es directeur de recherche à l'INRAE, qui est l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui est hébergé à l'ENS Lyon. Enfin pas que, en tout cas le laboratoire dans lequel tu es est à Lyon. Et tu es directeur de l'Institut Michel Serres, qui aborde une démarche pluridisciplinaire, qui se veut une école vivante, qui va, je cite, donner place à des processus de connaissances situés, le mot situé est important, et impliqués, là aussi c'est important, issus de l'écoute et de la coopération de l'ensemble des acteurs de la société. Tu es auteur, tu as élaboré un concept qui est celui de la robustesse, je viens d'en parler, et on va dire que toutes ces activités convergent pour... évangéliser, mais peut-être le terme est trop fort, mais en tout cas pour transmettre une autre approche du vivant. Et c'est justement par cette approche du vivant que j'aimerais aborder le sujet, en te retournant une question que tu as posée à Hartmut Rosa, justement, parce que l'interroger va devenir le répondant. Tu lui as demandé quand est-ce que lui était venu le concept d'accélération, qui est son concept phare, quand est-ce qu'il a eu l'intuition de ce concept, est-ce que c'était dans sa chambre d'enfant ou d'adolescent ? Toi, l'intuition de la robustesse, ça t'est venu quand ? Eh ben alors c'est venu progressivement. Comme toujours, il n'y a pas eu vraiment un déclic, mais disons que c'est quand on est un enfant en fait. En tout cas, quand moi j'étais un enfant et qu'on regarde la nature, on voit bien que la nature, elle est imprévisible, elle est surprenante. C'est ça qui est attirant finalement dans la nature, dans le vivant. Et puis quand on fait des cours de biologie, c'est plutôt le contraire. On nous explique comment ça marche. Et comment ça marche un peu comme une machine. Et moi, en fait, j'étais assez frustré par les cours de biologie parce que je trouvais que c'était très programmatique, très machinique finalement. Et donc, c'est plutôt dans mes recherches où l'approche systémique est arrivée, où là, la question de la robustesse est arrivée. Mais c'est pas moi qui l'ai sorti, cette question de la robustesse. C'est un thème très ancien, qui est très travaillé par les mathématiciens, les cybernéticiens, les systémiciens. Mais c'est arrivé en biologie un peu plus tardivement, dès qu'on a commencé à regarder les objets biologiques en façon holistique, intégrative. Et là, en fait, on voit que ces êtres vivants sont robustes. Et donc là, moi, ça m'a tout de suite fait résonner, pour citer Hartmut Rosa, avec mes souvenirs d'enfance finalement. C'est pour ça que j'ai voulu faire de la biologie. C'était pas pour disséquer des gènes, quoi. C'était plutôt pour faire voir ce cœur nucléaire de la robustesse. Alors après, il y a un pas, parce qu'il y a le biologiste, le chercheur en laboratoire, et il y a celui qui intervient dans le débat public, qui va chercher à faire de la robustesse un concept qui soit applicable à l'ensemble du vivant.
Oui, alors c'est vrai que ça, donc moi je travaillais sur la robustesse en équipe, hein, toujours, c'est toujours à plusieurs en recherche. Et je suis sorti du laboratoire grâce à des artistes, Ah, ou ok. peut-être même à cause des artistes, parce que j'étais à une conférence à Berlin en 2014, le campus de l'Anthropocène, donc avec des artistes, des acteurs de la société civile et des académiques. Et c'est les artistes, enfin des artistes qui m'ont dit que mon projet de recherche sur la robustesse résonnait très fort avec mon éco-anxiété, ce que je n'avais pas forcément vu, hein, parce que moi c'était plutôt de la biologie moléculaire et cellulaire, biophysique, donc assez loin de l'écologie finalement. Et finalement, par la robustesse, c'est très proche. Ah, c'est hyper intéressant parce que tu développes dans ton tract, que je n'ai pas cité d'ailleurs en introduction, qui est un texte d'intervention que tu as publié chez Tract, chez Gallimard, qui s'appelle Antidote au culte de la performance. Tu parles justement bien sûr du bien fondé de la démarche scientifique, ce que peut apporter le GIEC, par exemple, mais tu dis, voilà, ce qui est très intéressant chez les artistes, c'est qu'eux, ils prennent le chemin à l'envers, ils partent de l'observation pour remonter vers les questions, et c'est justement peut-être le problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller chercher la solution avant de poser la question. Exactement. En fait, les artistes nous aident à dérailler. Alors, en fait, si je dois définir un artiste, qui est quand même compliqué, mais en une phrase, un artiste, c'est un paratonnerre qui est touché par le monde et qui génère du trouble. Et donc, C'est c'est très ça, joli. il nous aide à dérailler. Et souvent, quand on dit dérailler, c'est ceux qui sont fous qui déraillent. Ben non, en fait, le contraire, c'est ceux qui sont sur les rails qui sont fous. C'est l'obstination, la folie. Et donc, dans un monde qui est délirant, il faut absolument dérailler. Et les artistes nous donnent ce trouble, qui nous donne cette puissance pour dérailler. Il y a cette idée derrière l'artiste qui a... On s'inscrit dans un temps, dans une temporalité, dans un ordre social qui est différent. C'est-à-dire on est sur le pas de côté, on est sur l'écart. Exactement. C'est le moment d'arrêt qui est nécessaire pour se confronter à ces dissonances. Sinon, on n'est jamais confronté à elles, hein. On va très bien continuer. Le hamster va tourner dans sa roue, hein, sans problème, jusqu'au burn-out, quoi. Mais voilà, donc il nous aide à dérailler avant le burn-out, que ce soit humain ou planétaire, hein, d'ailleurs. Et c'est ce que tu pourrais opposer, enfin ce que tu opposes dans ta pensée à la pensée réductionniste que tu qualifies de toxique, qui est une façon d'envisager des solutions en excluant toute autre forme de question ou toute autre forme de solution alternative. Exactement. Donc la pensée réductionniste, c'est le fameux adage zen, hein, celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. C'est un petit peu ça, quoi. La pensée réductionniste, c'est on va voir le monde sous un seul angle et tout va converger. Et même on va vraiment confirmer que c'est la bonne voie parce qu'on va rassembler tout ce qui va dans le même sens en oubliant tout le reste. Et ça, c'est vraiment toxique. En fait, si on le dit d'une autre façon, c'est l'addiction. C'est qu'en fait, quand on voit tout sous un seul angle, tout nous satisfait parce que c'est très facile d'avoir un seul angle. Enfin, c'est très parlant. Et après, on rentre dans ce canal. Et donc, l'addiction est très satisfaisante jusqu'au grain de sable qui bloque le système. Et là, on bascule de l'addiction à la dépression. Donc, comme le dit Denis Meadows, le contraire de l'addiction, c'est l'adaptabilité. Donc, laisser des fils qui dépassent, quoi. Et en même temps, tu dis que... Alors, sur l'addiction, moi, je pense forcément à Bernard Stiegler, parce que je ne sais pas si tu as travaillé sur ces ouvrages, sur la société addictogène, sur l'espèce de toxicité, justement, qu'on développe, et de poison intérieur aussi, qui est la recherche d'intensité, la recherche de stimulation permanente, qui nous permet justement peut-être d'espérer contrer ce que tu qualifiais, par exemple, d'éco-anxiété. Oui, c'est ça. Il y a ce côté. En fait, on confond un peu le bonheur dans la durée et les joies éphémères, quoi. Dans l'addiction, on cherche notre pic de dopamine et on pense que plus on a de pic de dopamine, c'est cette fameuse hormone qui récompense, du plaisir, enfin soi-disant, hein, il y en a. C'est plus complexe, mais disons que c'est une récompense physiologique quand même de ces joies éphémères. On pense que c'est ça le bonheur. Alors en fait, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça passe beaucoup plus par les interactions dans la durée. Donc voilà, on confond des choses, quoi. On confond l'urgent et l'important, on pourrait le dire comme ça. Ouais. Il y a dans cette construction savante, quand je dis savante, c'est-à-dire patiente presque de la durée, ça rentrerait en opposition avec notre vision aujourd'hui, qui est d'ailleurs en crise, de l'avenir, quoi. Toi, tu parles aussi d'une adaptation presque à tout va, qui va fabriquer des futurs obsolètes. Donc c'est vraiment, on a l'impression, on en reparlera
avec nos autres invités, dont Jérôme Leb, par exemple, sur la dimension de l'avenir, mais on est dans une contraction du temps où l'avenir devient une sorte d'entêtement un peu imbécile avec des visionnaires, des gens qui se présentent comme tels, techno-solutionnistes, qui disent, voilà, puisque l'avenir est en crise, on va devoir aller encore plus loin, on va devoir inventer un avenir complètement lié à la SF, à l'imaginaire, on va terraformer Mars. Et là, c'est le projet complètement mortifère. L'avenir devient mortifère. Absolument, c'est la philosophie du long-termisme californien, pour quand même un peu les dénoncer. Le long-termisme, en effet, c'est de se projeter sur un déménagement sur Mars, enfin même la colonisation de Mars, c'est le mot qui est employé, il faut quand même le faire. Et ça, c'est typiquement du délire long-termiste qui permet de légitimer des politiques au présent totalement toxiques. Et c'est partout, ça, on peut mettre l'IA dedans, etc. Enfin, il y a vraiment toute cette logique de se projeter dans un avenir lointain, soi-disant meilleur, en détruisant le présent. Alors, ce qui est complètement paradoxal dans ce moment-là, c'est que ce long-termisme arrive exactement au moment où on rentre dans la polycrise, dans le monde fluctuant, variable, ou, si on doit le dire en un mot, le monde de la polycrise, donc fluctuant, imprévisible, incertain, le monde VUCA, le monde BANI, enfin tous ces acronymes, c'est un monde où le long terme vient au présent. Donc c'est le contraire en fait, c'est en 2021, l'Ouest canadien qui passe à 50 degrés l'été, plus 15. 50 degrés, c'est ce qu'on prévoyait pour 2100 en moyenne. Dans le monde fluctuant, ça vient d'un seul coup en 2021. Donc le long terme vient au présent. Et donc le long-termisme, c'est l'inverse. On ne s'occupe pas du présent et on se projette dans un futur soi-disant désirable. Et il y a, sur cette dimension du présent, de l'avenir qui vient nous rattraper au présent et qui vient se télescoper avec le présent, il y a aussi la question de la crise sanitaire qu'on a vécue. Et la psychologue Sylvie Droit-Volet a fait une étude qui est hyper intéressante sur la perception psychologique et l'impact psychologique qu'a eu le premier confinement, bien sûr sur les Français, sur les Allemands aussi. Ils ont étendu leur recherche aux Argentins, qui ont beaucoup mieux reçu le confinement que nous autres Européens. Et l'une des explications qui est avancée, en tout cas à ce stade, c'est qu'ils vivent dans une sorte de crise permanente, alors crise monétaire, crise politique, on le sait, la situation des Argentins est difficile, qui leur a permis de sortir de l'angoisse de l'avenir pour réinvestir le présent. Intéressant, ça me fait penser, alors pas aux Argentins, mais aux Boliviens. C'est un exemple que prend souvent Gaël Giraud. C'est l'exemple du jour zéro à La Paz en 2016. Donc le jour zéro, c'est quand toutes les réserves d'eau sont sèches dans la capitale bolivienne. Donc une ville qui est à 3800 mètres d'altitude, qui dépend d'un glacier qui est en train de fondre. Et donc voilà, il y a de moins en moins d'eau dans cette ville, et de plus en plus de personnes, et une gestion déplorable de l'eau, évidemment. Donc dans le centre-ville, les gens ont un peu paniqué, évidemment, quand il n'y a plus d'eau. Les bouteilles d'eau en plastique, les prix ont augmenté, etc. Et dans les banlieues pauvres, donc qui étaient déjà soumis à des fluctuations en eau depuis longtemps, là, des femmes avaient développé des systèmes de commun, de rotation d'eau, et donc ces quartiers-là n'ont pas vu le jour zéro, parce qu'ils avaient déjà des systèmes de commun en rotation, et ça fait écho un peu à ça, quoi. Une éducation au monde fluctuant, quelque part. Exactement. Donc, ce qui nous amène assez naturellement peut-être à la définition de la robustesse. Comment on fait pour vivre dans un monde fluctuant ? Oui, absolument. Alors, c'est ça. Pour moi, la robustesse, c'est le mot juste. Donc, la robustesse, c'est un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Ça vient de robustesse, ça vient de Quercus robur, le chêne, donc l'arbre, qui est stable malgré les fluctuations, donc il résiste au vent, et il est aussi viable parce qu'il résiste à des gelées hivernales ou des sécheresses estivales. Donc son espace de viabilité est énorme, en fait. Et donc c'est le mot juste, c'est-à-dire que quand ça fluctue plus, il faut augmenter la robustesse. Il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer ou qui s'est opéré. Alors là où c'est intéressant aussi, c'est que par exemple, si on prend les travaux d'Hartmut Rosa, où on parle de l'accélération, qui est un projet de la modernité, qui est un projet au départ assez émancipateur, qui a créé la liberté, qui a créé l'autonomie, qui aujourd'hui est devenu quelque chose de toxique, donc la sortie de la modernité et du beau projet des Lumières. Toi, on sort pas de la modernité, on sort du néolithique, qui était un projet de maîtrise de la nature avec stabilité et pour rentrer dans un monde incertain.
Oui, alors en fait, mais ça fait écho à aussi ce que dit Hartmut Rosa. En fait, Hartmut Rosa, il s'inscrit dans l'école de Francfort et en fait, dans cette école, il y a beaucoup, c'est très pluriel aussi, et on peut considérer que l'accélération, on peut la faire démarrer comme Marx avec la domestication. Ouais. Et donc, c'est le néolithique finalement, hein. Donc, tout dépend de où on le fait démarrer. On peut le faire démarrer plus tard. En fait, le problème, c'est que évidemment, là aussi, c'est pas un déclic. Ça s'est fait progressivement, mais c'est plutôt une exponentielle. C'est qu'en fait, ça a démarré doucement au départ. Et puis après, bah, voilà, donc le néolithique, l'agriculture, la domestication, les plantations à la Renaissance, on peut considérer que c'est un moment d'accélération. Là, en effet, ça augmente. Puis après, la mécanisation, là, c'est les machines qu'on invente qui nous poussent à performer, à accélérer. Et puis après, la grande accélération dans les années 50 avec un pétrole débridé, bah là, c'est encore pire. Et puis voilà, donc on est dans cette accélération continue. Mais on peut être assez d'accord pour quand même donner, enfin, c'est pas un point de départ, hein, mais il s'est passé quelque chose d'ontologique, d'assez fondamental au néolithique. C'est vraiment le choix conscient pour les humains de vouloir contrôler la nature. Et d'ailleurs, au passage, ce qui a été domestiqué en premier, c'est pas l'espace, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, alors, pareil, hein, ça dépend des régions, c'est très hétérogène. Enfin bon, je mets des petites nuances quand même, mais on va dire grosso modo 10 000 ans, vu de l'Occident, on va dire, ou du monde africain. C'est il y a 10 000 ans le début de la domestication. Et c'est la domestication des plantes, des animaux. Mais en fait, avant ça, il y a 30 000 ans, on invente la céramique. Quand on invente la céramique, on invente le stockage. Et donc, on invente la domestication du temps. Donc, il y a 30 000 ans, on domestique le temps. Il y a 10 000 ans, on domestique l'espace. Et après, on ne fait que monter en échelle sur ces deux thèmes. Et ça, c'est un des tournants de l'accélération d'Hartmut Rosa. Mais l'accélération, finalement, c'est le produit de cette domestication. Et de cette domestication qui est en fait une obsession du contrôle. Et pour contrôler, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les performances. Alors en fait, c'est là qu'on peut faire une boucle en fait, hein. C'est qu'on a des crises, donc on a besoin de sécurité, donc ça c'est naturel. Un enfant a besoin de sécurité, c'est un besoin primaire. Mais le problème, c'est qu'on confond sécurité et contrôle. Donc quand on augmente la sécurité, on augmente le contrôle. Quand on augmente le contrôle, on augmente les performances. Quand on augmente les performances, on épuise les ressources. Et quand on épuise les ressources, on crée la crise suivante. Et donc ça, c'est une boucle, c'est la polycrise, qui nourrit l'accélération. Mais l'accélération, c'est un peu le produit de ce piège systémique de la performance. Et la façon d'y répondre, c'est d'aller encore plus vite face à un problème qui est déjà celui d'une accélération, d'un épuisement des ressources. C'est-à-dire qu'on veut résoudre le problème en étant encore partie du problème. Exactement. C'est ce qu'on peut appeler de la maladaptation. C'est qu'en fait, quand il y a une crise, on va encore plus augmenter les performances. Donc, alors, il faut bien que je définisse la performance aussi. Ouais, La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc voilà, le sprinter, quand il fait sa performance, il fait de l'efficacité, de l'efficience, et il va être épuisé. Il va épuiser ses ressources, hein. Donc c'est l'exemple typique du moment où on fait de la performance et où on dissipe son potentiel. C'est exactement ce qui se passe. Chaque fois qu'il y a une crise, on va optimiser un peu. On l'entend beaucoup dans l'économie, dans le monde des entreprises. Donc voilà, on va faire l'État efficace, hein, par exemple, tous ces mots, hein, voilà, qui viennent. Ça, c'est le piège, performant. En fait, on peut en revenir à Gregory Bateson, hein, ici, là. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est des changements de niveau 1. Donc, école de Palo Alto et tout ça, c'est qu'on essaie de résoudre les problèmes. Alors, quand on a une crise, on résout le problème. Quand on résout le problème, on maintient le problème. C'est comme prendre de l'aspirine quand on a un cancer. C'est qu'en effet, ça soulage. Donc, on passe la crise, mais sauf qu'en fait, on le maintient, le problème, et il va se dégrader. Il faudrait plutôt passer à des changements de niveau 2, où on ne cherche surtout pas à résoudre le problème, on cherche plutôt à faire disparaître le problème, créer les conditions qui font disparaître le problème. Donc, changer le cadre réflexif. Voilà, exactement. Alors, peut-être qu'il faut que je donne un exemple pour l'illustrer. C'est un exemple que tout le monde connaît, hein, c'est ça qui est dingue. C'est l'exemple du peuple en famine. Le peuple en famine, le changement de niveau 1, c'est de lui apporter du poisson. Voilà. Là, on a résolu le problème, mais c'est un peuple qui est toujours structurellement en famine. Donc, on a maintenu le problème. Alors, au contraire, ce peuple, on pourrait lui apprendre la pêche durable ou créer les conditions dans lesquelles il apprend la pêche durable, ce qui est encore mieux. Et là, on fait disparaître le problème. Ce peuple n'est plus structurellement en famine. Alors, ce qui est fou, hein, c'est que cette petite parabole, tout le monde l'a entendue dans son enfance. Hein, c'est presque on connaît ça comme la loi de la gravité, j'ai envie de dire. Sauf qu'on ne l'applique pas du tout.
Aujourd'hui, par exemple, on va faire une usine de capture directe du CO2 en Islande, hein, elle a ouvert en 2024. Ça, c'est typiquement de la maladaptation. On va essayer de résoudre le problème, la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et en fait, ça permet à d'autres industries de continuer à émettre du CO2 en achetant des quotas carbone. Ouais. On maintient le problème. On maintient le problème, on reste dans une culture de l'innovation extractiviste que tu définis aussi. Et ça, c'est intéressant comme une façon de se servir de la matière pour gagner du temps. Voilà, exactement. Donc on est en fait, c'est là où le mot, où le verbe durer est si important. C'est que durer, c'est aussi une pulsion humaine profonde. On veut durer. Voilà, ça c'est normal, la pérennité, durer, transmettre, ça c'est des valeurs très très profondes. Mais sauf qu'il y a deux façons de durer. Si on est dans une niche écologique où il y a abondance de ressources, le monde est stable, donc il y a un filet de sécurité. Pour durer, il faut être très compétitif. Donc on va faire de la compétition, de la performance, on va faire la guerre, hein, grosso modo. Donc c'est le parasite, pour le dire. Et donc ça ressemble beaucoup à nos sociétés capitalistes, hein. On extrait des esclaves, du bois, du charbon, du pétrole, des métaux, des Deliveroo, des Uber, enfin tout ça. Voilà. Ça c'est le monde extractiviste. Bon, quand on rentre dans un monde fluctuant, instable, en pénurie chronique de ressources, alors en biologie, dans ces niches écologiques, hein, c'est celles qui dominent sur Terre, hein, tout l'océan, c'est comme ça, hein, par exemple. Et dans ces niches écologiques-là, pour durer, on ne peut plus faire de l'extraction parce qu'il n'y a plus grand-chose à extraire, en fait. C'est trop fragile, quoi. Il y a des pénuries chroniques, il y a des failles, quoi, dans le système. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt tabler sur l'abondance des interactions. Puisqu'il n'y a plus abondance matérielle, notre ressource, c'est l'abondance des interactions. Et donc, on va faire des symbioses. Et donc, on va coopérer. Et pour durer, il faut coopérer dans le monde fluctuant. Alors, c'est là que, pour nous, société humaine contemporaine, il y a un changement ontologique complet, quoi. C'est qu'il va falloir apprendre à sortir du néolithique, de plus être dans un schéma où on veut tout contrôler tout le temps, parce qu'on rentre dans le monde où on a perdu le contrôle. On domestique même plus le feu aujourd'hui, hein. Les méga-feux, c'est l'exemple typique où on ne domestique plus le feu. Dans ce monde où on a perdu le contrôle, on voit les choses complètement différemment. En effet, on n'utilise plus la matière pour gagner du temps, on utilise le temps pour préserver la matière. C'est-à-dire qu'on va, notre seule ressource massive et renouvelable sur Terre, hein, c'est les plantes, hein, pour le dire rapidement. 82% de la biomasse sur Terre, c'est des plantes. Et donc, ça va être notre ressource principale. Alors, pour soigner les services écosystémiques, d'abord, hein, pour que cette matière organique revienne aux écosystèmes, que ça remplace les engrais, les pesticides et tout ça. Ensuite, que ça produise des aliments pour les humains, évidemment. Et puis, le reliquat de tout ça, c'est des matériaux biosourcés, biodégradables, compostables, qui remplacent les métaux, le pétrole, et donc qui, en fait, nourrissent les écosystèmes. Donc, c'est la bioéconomie circulaire. Et le temps revient à l'input, c'est ce que tu mets à l'intérieur du système pour régénérer justement la matière, les écosystèmes et les interactions. Voilà, exactement. En fait, le temps, c'est le frein du vivant. C'est-à-dire que il va bien falloir laisser pousser les plantes, quoi. Voilà. Ouais. Il va falloir vivre avec les saisons. En fait, c'est très marquant, hein, parce que donc, quand on est paysan, on vit avec les saisons. On vit avec le temps, en fait, avec les variations du temps. Donc, on ne va pas semer son blé en plein hiver ou en août, quoi. C'est pas les bonnes saisons pour semer. Il y a des moments où il faut semer. Et nous, quand on est dans l'industrie, quand on produit des produits manufacturiers, on va les produire tout le temps, hein, de janvier à décembre, alors que l'énergie n'a pas du tout le même coût en janvier ou en juillet. En juillet-août, par exemple, entre midi et 2, l'énergie est à coût négatif, parce qu'il y a tellement de panneaux solaires en France, hein, notamment. Donc, c'est là qu'il faut produire. Donc, on va redevenir des paysans. On va vivre avec les fluctuations. On va vivre avec le temps, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que tu le perçois, enfin, tu aimerais nous le faire percevoir, pas du tout comme une forme de contrainte ou de chose subie. C'est-à-dire, il y a un potentiel aussi pour l'humain de fabriquer de la vie autrement, de vivre avec les autres autrement et de travailler autrement en tenant compte de ces rythmes qui sont ceux de la nature. Exactement. En fait, on sort du bunker, hein. C'est ça qui est positif. Ce qui est l'inverse des technosolutionnistes qui disent on va se bunkériser un peu plus, on va créer des îles artificielles sur lesquelles on va vivre pour se mettre à l'abri de la catastrophe. Voilà, c'est le choix ultime du contrôle. En fait, les ultra performants, ce qu'ils veulent être, c'est être invulnérables. C'est l'invulnérabilité, leur projet de société. Alors, il faut bien réaliser que le seul moment où on est invulnérable, c'est quand on est mort. La vie, c'est la vulnérabilité.
Et donc, c'est dingue, hein, d'ailleurs, hein, c'est que les long-termistes californiens et ailleurs, hein, aussi, quand ils font leur bunker, en fait, ils font des tombeaux. Ouais, Quand c'est ils vrai. veulent déménager sur Mars, bah, c'est une planète morte, Mars. Donc c'est vraiment dingue, hein. C'est un choix de société. En fait, ils activent la pulsion de mort, hein, qui est aussi ces pics d'adrénaline, tout ça. C'est incroyable, c'est très, très bien aligné, hein. Alors donc vivre avec les fluctuations, rester sur terre, ça c'est être robuste. C'est un projet de société éminemment désirable, puisque là, en fait, on va faire, danser nos vulnérabilités. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un peu à la Cynthia Fleury, quoi. Se construire sur ces fluctuations, bah, c'est là où on se sent vivant, finalement. Et ça me fait penser à qu'on a préparé avec ce programme sur le temps dans l'échange avec le philosophe Jérôme Lèbre. Il parlait des différences de temporalité, par exemple la temporalité humaine, qu'est-ce que représente un jour pour un humain. Et il disait en comparaison, que représente un jour pour Dieu à l'échelle du divin, à l'échelle de l'éternité. Et on a vraiment l'impression dans le projet de certains que la quête de l'immortalité, c'est une façon de sortir de l'humain et donc du vivant. Oui, oui, alors il y a aussi des philosophes qui sont assez, frappants comme ça. On peut peut-être citer Michel Onfray là qui, devient de plus en plus un négationniste du climat, et qui commence à dire que c'est pas un problème parce que dans 4 milliards d'années, le soleil va avaler la Terre. Alors là, c'est vraiment le point de vue du dieu de Leibniz, hein, Ouais. donc c'est vraiment le point de vue d'un dieu. Donc ça dit énormément de ce qu'il pense de lui-même. En fait, il se prend pour Dieu. Ça ne dit rien de la Terre, des sociétés humaines ou de la philosophie en général. Et je trouve qu'il y a une réhabilitation, enfin une réhabilitation, en tout cas chez toi, qui est pas commune quand on part du terrain de la biologie de Georges Bataille, quand on parle de part maudite et l'éloge du gâchis, de ce que l'humanité rejette, qui est finalement complètement créateur. On est à l'inverse d'une forme d'hygiénisme aussi politique qui existe chez certains. C'est ça, en fait, ça demande de bien définir ce que c'est que la circularité. C'est qu'en fait, la circularité, c'est se placer dans les conditions dans lesquelles le gâchis n'est pas un problème. C'est que l'arbre, par exemple, à l'automne, qui perd ses feuilles, du point de vue individuel, c'est un gâchis énorme. En effet, c'est pas du tout hygiéniste, hein, il lâche vraiment énormément de feuilles, voilà, plein de matières qui vont pourrir en plus, voilà. Et il y a une toute petite partie qui va revenir, à l'arbre. Mais par contre, tout ce don finalement, hein, c'est plutôt que du gâchis, en fait, c'est un Ouais. don très généreux à l'écosystème qui va permettre à tout l'écosystème, de fonctionner. Donc, au sol de conserver de l'eau, de nourrir tout un microbiome, une microflore, une microfaune, qui va produire des tas de services écosystémiques, de lutte contre les pathogènes et cetera. Et ben, tout ça, c'est comme ça que ça fonctionne la circularité. Il faut en donner trop finalement. Bah, ce qui revient à la question du temps, parce qu'il y a un très beau bouquin de Derrida qui s'appelle Donner le temps. Donc là, vraiment, il dit que finalement, le seul don véritable, c'est le don du temps, justement. C'est la seule chose qui existe, le seul don pur et gratuit, Mmh. c'est celui du temps. Donc la nature le fait spontanément. Ouais, mais c'est vrai que c'est beau, je connaissais pas l'expression, mais ouais, c'est très chouette parce qu'en fait, je vais revenir à mes artistes là, hein, mais en fait, Revenons aux artistes, ouais, c'est bien. non, mais c'est ça en fait, si on veut, si on veut se transformer, si on veut vivre, une vie un peu plurielle, désirable et cetera, il faut créer des moments d'arrêt. Mm. Donc il faut créer les moments d'arrêt bah, ça et parfois c'est le monde qui nous arrête. Alors avec Hartmut Rosa, il en parle très bien. Quand on voit la neige tomber, quand la ville devient toute blanche, ça nous arrête. Là, on rentre en résonance. Là, on est dans ce moment où, le temps s'arrête quelque part. Ça, c'est du don. Bah, c'est encore une fois la nature qui nous le donne, hein, mais nous aussi, on peut créer des moments d'arrêt. Un artiste, ou une artiste qui fait une œuvre d'art qui nous arrête parce qu'elle nous touche à un endroit où on ne comprend pas très bien où c'est, bah, quand on est arrêté, c'est pas qu'on est sidéré, enfin on peut être sidéré, mais on est dans un moment de questionnement, et ça c'est extrêmement fertile. C'est comme je dis souvent de façon bien trop, triviale, mais quand on est en voiture, à un carrefour et qu'on veut tourner, alors on met son clignotant, mais surtout on s'arrête. Si on Mm. ne s'arrête pas, on ne tourne pas. Et je trouve que l'exemple de l'artiste est parlant pour dire quelque chose de plus général chez toi, c'est qu'il y a aussi, c'est bien sûr cet artiste qui va nous mettre à l'arrêt, mais il faut créer les conditions pour lesquelles on va pouvoir recevoir l'œuvre, le propos de l'artiste. Et c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont dédiés, des salles de spectacle, des théâtres, des occasions où on va se retrouver à plusieurs en commun pour partager une expérience sensible qui va nous transformer les uns et les autres. Absolument, donc c'est des lieux, mais c'est aussi
des conditions culturelles. Par exemple, si je prends l'exemple du tourisme de masse ou du tourisme en général, on va essayer, dans le monde de la performance débridée, de voir le maximum de pays dans sa vie. Une stratégie quasi napoléonienne, hein, de ticker tous les pays du monde et de dire voilà, j'ai fait l'Éthiopie, j'ai fait la Russie. Alors, dans le monde de la Russesse, où justement, voilà, on prend plus le temps, on va passer du tourisme au voyage. Le voyage, c'est un voyage initiatique où en fait, on ne va pas essayer de voir le maximum de pays, on va plutôt voyager et rester longtemps dans le pays pour interagir avec les gens du pays, pour travailler dans le pays. Donc, c'est les séjours sabbatiques, etc. Mais ça veut dire que là, c'est des conditions mentales, culturelles qui font qu'on va faire un choix. Le choix de ne pas voir tous les pays du monde, mais de faire un séjour d'1 an dans un pays où on rencontre les personnes, les cultures, les traditions, on travaille là-bas. Et là, ce qu'on cherche, c'est la transformation, le voyage initiatique. Et donc, le tourisme, hein, d'ailleurs, c'est faire un tour. C'est un mot des années 70, hein, finalement. Hein. Le tourisme, c'est un mot assez récent. Hein. Le voyage, c'est beaucoup plus long, justement. Donc, on va revenir au voyage. Oui, est-ce qu'il y a aussi un rapport que toi, tu aurais introduit à la low-tech, quoi? Comment on va voyager? Est-ce qu'on fait des voyages express qui vont nous porter d'un endroit à un autre en 25 minutes, 1 heure ou 2 heures? Ou est-ce qu'on va prendre le temps déjà d'imaginer l'effet du voyage, quoi? Genre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que l'expérience va être belle? Pas cette espèce de précipité de sensation qu'on va emmagasiner dans un téléphone, qui est une trace de quelque chose qui n'a pas existé finalement. C'est ça, en fait, quand on dit se déplacer, ben, c'est aussi se déplacer soi-même. D'ailleurs, quand on voyage, très souvent, alors non seulement on découvre des nouvelles cultures, etc., et même donc pendant le moment du voyage, mais aussi on voit bien qu'on a un nouveau rapport par rapport à son point de départ. Ouais. On a une nouvelle relation à la patrie, pour utiliser un mot chargé. Il y a quelque chose derrière qui est très optimiste, puisque dans le parcours intellectuel, il y a cette idée que tu as dit de domestication du temps au départ, domestication de l'espace, qui a été analysée de façon majestueuse par Paul Virilio, qui disait que voilà, la vitesse avait détruit l'espace, avait fait, c'est l'expression de McLuhan, hein, un village global. On vit dans un village global où il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'autre. Et toi, tu dis justement, la solution, si on veut retrouver le temps, c'est de réinvestir l'espace, le territoire. Et c'est là où on va créer la coopération et du lien. C'est ça, c'est le paradoxe ultime temps-espace. C'est que quand on accélère, on ne voit plus l'espace. Donc, l'exemple typique, c'est l'autoroute. Hein. Sur une autoroute, le but, c'est d'arriver à destination, et donc on voit personne, on rencontre personne, on ne voit pas le paysage, on a les yeux rivés sur la route, quoi. Alors que un chemin de randonnée, là, on va rencontrer du monde, peut-être même qu'on ne va pas arriver à destination parce qu'on va changer de trajectoire, etc. Et là, on va se reconnecter à l'espace. Et alors, dans le monde vivant, ça résonne très fort, ça, parce que les êtres vivants qui font face à des fluctuations font des symbioses. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des urgences, quand il y a des crises, les êtres vivants densifient leurs interactions avec leur espace. En fait, quand on manque de temps, il nous reste l'espace. Voilà. On est des êtres vivants à 4 dimensions, X, Y, Z, l'espace, T, le temps. S'il nous manque du temps, il nous reste X, Y, Z, l'espace. Et donc, c'est très abstrait comme ça, mais en fait, c'est très opérationnel. C'est-à-dire que quand il y a des crises, on stimule la coopération territoriale. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Hein. C'est juste que là, médiatiquement, on est un peu inondé par les messages des ultra-performants qui sont coincés dans l'accélération. Mais en fait, ce qui se passe dans les territoires, c'est une multiplication de la densification des liens au territoire. C'est les bibliothèques d'objets, les ludothèques, les ateliers de réparation, les hypercafés, il y en a des centaines en France, l'agroécologie qui est beaucoup plus local, les magasins de producteurs, enfin, etc., quoi. Et tout ça, c'est un réseau qui se densifie et qui devient énorme. Et ça, c'est de la symbiose territoriale. Et c'est de là qu'il faut redémarrer sur ta pyramide. Elle commence par le territorial, le local, la biodiversité. Et c'est une façon de dire, voilà, c'est la base de la pyramide pour construire une santé qui soit une santé, bien sûr, biologique. Parce que si on n'a pas de diversité dans la nature, dans nos écosystèmes, on est foutu. Pour fabriquer la santé sociale. Et ensuite, à la fin on a une économie. Mais l'économie n'est pas la condition d'entrée dans nos raisonnements et dans nos choix. Exactement. Alors c'est un peu le piège dans notre monde actuel, c'est de penser que tout projet, la fondation de tout projet, c'est le modèle économique.
très souvent, c'est la première question qu'on se pose, hein. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça va se tenir? Et puis on pense un peu par pensée magique, hein, que s'il y a un beau modèle économique, ça prendra soin du social et aussi de l'environnement. Et d'ailleurs, on va utiliser le mot environnement, qui quand même dit très clairement les choses, c'est un décor, hein, que c'est en dehors de nous, quoi. Alors ça, évidemment que c'est de la pensée magique. Alors ça ne marche en fait que si le modèle économique est assis sur des ressources abondantes dans un monde stable. Et en paix. Et en paix, voilà. Donc ça demande quand même beaucoup de conditions qui sont de moins en moins réunies. Et surtout, le soin au social et à l'environnement, c'est plutôt du ruissellement. C'est que il y a tellement de ressources qu'il y en a bien un peu qui passent à travers l'économie et qui traverse et qui va prendre soin de la société et de l'environnement. Donc évidemment que ce modèle-là, c'est vraiment le modèle du parasite, ça tient plus. Donc dans un monde fluctuant, en pénurie chronique de ressources, la base, en effet, c'est le soin au milieu naturel pour prendre soin des milieux naturels. Et donc je dis bien milieu naturel et pas environnement, hein, on est dedans, les milieux naturels. C'est l'expression que utilisait Darwin, hein, aussi. Il ne parlait pas d'environnement, hein, il parlait de milieu. Oui. Donc on prend soin du milieu naturel, on le fait à plusieurs, évidemment. Donc ça crée du lien social. S'il y a du lien social, ça crée des expertises. Les expertises créent des modèles économiques. Et là, ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la pensée systémique. C'est le soin au milieu naturel qui crée du lien social, qui crée des modèles économiques. Et donc c'est le produit de sortie, c'est plus la contrainte d'entrée, le modèle économique. Et derrière, il y a un modèle politique qu'on retrouve, par exemple, dans ce que tu dis sur la recherche, en disant, voilà, d'un côté, tu vas avoir la recherche fondamentale qui est absolument nécessaire, puisqu'il faut accepter de perdre du temps et d'aller explorer des voies qu'on n'envisagerait pas d'explorer spontanément, parce qu'on y perd de l'argent, on y perd du temps, on y consacre des ressources. Et en même temps, plutôt que d'aller ensuite vers les sociétés de tech qui vont convertir pour créer des modèles les plus performants et les plus énergivores, il faudrait peut-être voir les acteurs locaux, les acteurs associatifs, les gens qui sont sur le terrain, et les impliquer. Donc c'est un modèle d'implication. Exactement. On passe de la recherche appliquée à la recherche impliquée, qui est beaucoup plus intéressante parce que ça veut dire que les chercheurs, là aussi, c'est un changement culturel profond, hein. C'est plus le chercheur qui vient avec sa question de recherche et qui essaye à la faire valider par des citoyens. En fait, c'est un chercheur qui va voir des citoyens pour identifier une question ensemble. Okay. On en revient à l'artiste, quoi, qui va nous aider à chercher des questions. Démarche artistique. Je peux donner un exemple comme ça qui est assez frappant, hein. Alors le contre-exemple, c'est un chercheur qui va essayer de faire des plantes résistantes à un virus, et c'est un virus qui va être prévalent avec le dérèglement climatique. Donc dans quelques années, on sait que ce virus va être de plus en plus présent, et donc on se dit on va faire des plantes résistantes à ce virus. Et on se dit là, je suis super bien aligné avec le monde qui vient. C'est une recherche à impact, hein. Donc impact, encore un mot militaire, performant. Donc tout ça résonne très fort. Et donc si on fait ça, donc on pense faire une recherche qui est bien alignée avec le monde qui vient, sauf que ce qu'on est en train de créer, c'est une super crop, donc une plante hyper performante qui va entretenir la monoculture. Parce que cette plante hyper performante, elle va être tellement compétitive que c'est évidemment celle-là qu'on va vouloir semer partout sur Terre. Si on fait ça, on fait de la monoculture. Alors, il y a une règle très claire, c'est que c'est la monoculture qui attire le pathogène. Que ce soit en agriculture ou ailleurs, hein. Dans mon informatique, ce sont les logiciels les plus répandus qui attirent les cyberattaques, hein, c'est pareil. Donc la monoculture attire le pathogène. Donc si on fait cette plante hyper résistante à un virus, on est en train de créer la future épidémie. Plus un système est efficace, plus il est vulnérable. Voilà, exactement. Il est canalisé et il devient très fragile. Donc, évidemment que si on se pose la question avec les citoyens, on va plutôt créer les conditions dans lesquelles il y a moins d'épidémies à l'avenir, qu'il y aura moins de fluctuations. Et ça va passer plutôt par de l'agroécologie. Et donc, ce sera des processus qui vont pas, on va pas essayer de faire des plantes performantes, on va essayer plutôt de faire des pratiques sociales, agricoles, mélanger de l'agroforesterie, les jardins créoles dans les Caraïbes. C'est ça qui va nous prévenir contre les futures épidémies. Et c'est ce qui devrait se traduire aussi dans l'entreprise et au niveau politique, quant au rôle du décideur. Parce que si tu ne peux pas avoir cette réflexion, si tu ne te réfléchis pas sur quel est le rôle du décideur, il y a une distinction que tu établis entre le pouvoir et la puissance. Absolument. Alors, c'est en fait tout s'inverse, hein. C'est ça qui est fou dans le monde qu'on est en train de vivre. Le monde de la performance, le monde stable, hein, le monde de l'accélération, c'est un monde où le décideur est un meneur qui dit « je veux et je sais comment faire ». Donc, c'est le dictateur éclairé, hein. À vrai dire, c'est pas très grave dans un monde où il y a plein de ressources, parce que le filet de sécurité, encore une fois, c'est l'abondance de ressources. Donc le décideur peut se planter,
Et il va se planter, hein, évidemment, l'éclairage est intermittent hein, quand même hein, pour le dictateur éclairé, donc il y a quand même des moments où ça marche plus, quoi. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut rebondir, vu qu'il y a des ressources dans le milieu. Donc on pourra distribuer des pétrodollars et puis ça va passer, quoi. Bon, dans un monde où ça devient fluctuant, où il y a des pénuries chroniques de ressources, on n'a plus ce filet de sécurité, et donc le décideur doit changer de posture et devenir un facilitateur, une facilitatrice, qui dit « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». Donc c'est là où on bascule du pouvoir à la puissance. C'est que le pouvoir, c'est descendant, c'est stérilisant, on exclut hein, quand on dit « je veux, je sais comment faire ». Quand on dit « j'ai envie, je ne sais pas comment faire », là on est en posture d'humilité et ce qu'on cherche, c'est l'émergence. Et donc ça, c'est de la puissance. C'est un joli mot, l'émergence aussi. Ouais, exactement. En fait, c'est de l'interaction locale, c'est de la coopération. On crée les conditions de la coopération. Et on crée les Donc, conditions d'équilibre aussi. Exactement, un équilibre dynamique aussi. C'est un peu comme le yin et le yang, quoi. Faut deux pôles voilà, qui s'opposent comme un pont suspendu, enfin plein de structures comme ça qui sont en équilibre. L'équilibre, il est dynamique. Et ça, c'est ça qui est robuste. C'est une forme d'autonomie grâce à l'équilibre. Donc déjà, ça commence par ne pas nier la conflictualité qui peut exister et les tensions qui existent dans une société, mais justement essayer de les travailler et jouer le rôle de stabilisateur pour arriver à cet équilibre dynamique. Exactement, faire chanter les désaccords. Hein. Patrick Vivray en parle très bien dans les désaccords féconds. C'est exactement ça. Hein. C'est plutôt comprendre qu'un dialogue, comme son nom l'indique, c'est deux logiques. C'est-à-dire que quand un dialogue réussit, c'est un dialogue où on repart non pas en ayant convaincu l'autre, mais on repart en étant capable de reformuler, de réexpliciter la logique de l'autre. Donc on vient avec sa logique et on repart avec deux logiques. Dialogue. Ça veut dire que là, il faut absolument faire chanter les désaccords. Le problème du monde performant, du long-termisme et tout ça, c'est un monde où on veut chercher le consensus. Et donc, on va écraser les hétérogénéités et on va essayer de faire de la cohérence. Donc ça, c'est la dérive sectaire. Hein. La secte, hein, c'est l'exemple typique où il n'y a plus de dialogue, parce que tout le monde est d'accord avec tout le monde. Et d'ailleurs, c'est très silencieux, hein, les sectes. Hein. Donc c'est un maximum de cohérence. Et donc, évidemment, ça casse à la fin. Ce qui est robuste, ce qui dure dans la durée, c'est justement le dialogue. Le dialogue où on s'échange des informations, où on s'enrichit et on a un arc avec plein de cordes qui sont autant de logiques différentes. Quand le monde change, on a plein d'options différentes. Et je crois que c'est exactement ce qu'on a entrepris de faire ici dans ce podcast Mismatch, et avec vous et avec nos autres invités, notamment en travaillant sur la question du langage. Puisqu'il faut arriver à trouver un langage commun, mais avant d'avoir un langage commun, il faut arriver à être clair sur les définitions des termes qu'on emploie et sur leur inconscient, sur ce qui véhicule. Et là, c'est vraiment ce qu'on s'est employé à faire. Oui, alors je crois beaucoup à ça. Hein. C'est qu'en fait, nous sommes dans un moment culturel, dans une crise culturelle. C'est qu'on parle beaucoup de géopolitique, de social, d'économie, d'écologie. Mais en fait, au premier ordre, c'est une crise culturelle. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où il va falloir comprendre, et on va finir par le comprendre, hein, mais que la performance n'est pas nécessairement positive. La performance est un mal nécessaire. C'est que c'est plutôt le pompier dans le feu. Voilà, le médecin qui opère dans l'urgence. Ouais. Voilà, exactement. Donc, on a besoin de courts moments de performance. Alors qu'aujourd'hui, la performance, c'est positif 24 heures sur 24. Hein. Enfin, on pense que c'est positif 24 heures sur 24. Pour donner un exemple, pardon, parce que ça sera très parlant, parce qu'on peut se dire, tiens, il y a une contradiction avec tout ce qu'on s'est dit. Pas du tout. Vous utilisez l'exemple de la température et du thermomètre, quoi. Oui, voilà, exactement, c'est la fièvre, exactement. Donc, quand on est à 40 degrés, quand on a la fièvre, c'est là où on booste la performance de notre système immunitaire. Donc, c'est là où il est performant, en fait. Notre système immunitaire, il va décaniller le pathogène de passage, quoi. Mais à 37 degrés, notre immunité est plutôt en veilleuse. Donc, elle n'est pas très performante. Et ça permet de garder des marges de manœuvre, et voilà, d'en garder sous le capot, si je puis dire, pour quand il y a vraiment un virus gênant, problématique, là, on peut autoriser un moment de performance. Mais si on reste à 40 degrés, on meurt. Voilà, exactement. Au bout de 3 jours, on meurt en continu. Hein. Donc, en fait, on fait un burn-out, quoi. Hein. D'ailleurs, on est très fatigué à 40 degrés. On fait l'expérience de ce burn-out moléculaire. Donc, on ne peut pas rester à 40 degrés. Et si on est dans la métaphore, on peut poursuivre avec le burn-out existentiel actuel, la crise de sens, quoi. Voilà, exactement. Le burn-out des humains, le burn-out des écosystèmes, le burn-out du droit international. Enfin, tout est en train de brûler. Hein. C'est un burn-out général. En fait, tout le monde est épuisé. Hein. Tout le monde, les humains, les non-humains, les organisations. Et donc, dans ce moment-là, c'est un moment culturel. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre représentation du monde. Comme je disais, on quitte le néolithique. On ne veut plus contrôler le monde. Il va falloir vivre en ayant perdu le contrôle. Donc, on bascule de la performance à la robustesse. Et dans un moment culturel, le plus important, c'est de parler des mots. Voilà. Si on garde les mots de l'ancien monde, on restera dans l'ancien monde.
Donc il faut absolument revenir aux définitions, expliciter et même faire des phrases, hein, articuler les mots entre eux. Enfin, c'est incroyable, hein, c'est tout un enfin, pour donner un exemple, la sobriété, par exemple, c'est un beau mot, hein, puis c'est vrai que ça tombe sous le sens. On a dépassé les limites planétaires, donc il va bien falloir être sobre. Mais sauf que, la sobriété, si on reste dans le culte de la performance, et ben, on va faire des avions sobres. Des avions sobres en kérosène. Alors, qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet le low cost, le surtourisme, ça permet à Chine de transporter de l'ultra fast fashion au BHV, par avion cargo, hein. Ça, c'est de la sobriété. Alors, la sobriété hybridée au culte de la performance. Donc, en fait, c'est de l'ébriété, finalement. Ah. Alors, donc en fait, la sobriété, il faut l'articuler. C'est-à-dire qu'il faut pas démarrer la sobriété. La sobriété, c'est un très bel objectif. C'est en général une mauvaise stratégie. Les avions sobres, les SUV électriques, hein, tout ça, ça rentre dans la sobriété. Il faut quand même le faire. Hein. Donc en fait, il faut créer les conditions qui génèrent la sobriété. Un exemple, si on fait des objets réparables, les objets réparables ne sont pas sobres à la fabrication parce que souvent, ils sont plus gros, ils consomment plus de ressources. Mais par contre, vu qu'ils sont réparables, on va les faire durer, on va les transmettre, et ça va générer de la sobriété. Donc là, on fait des phrases. Donc on utilise les bons mots et on les articule entre eux. On fait du réparable pour générer de la sobriété. J'ai vu qu'il y avait une IA suisse qui avait été lancée sur le marché qui ne garde pas les données des utilisateurs et qui recycle, enfin qui utilise la chaleur produite par les questions pour chauffer 6000 logements en Suisse. Alors je dis peut-être une erreur sur le nombre de logements. Et l'influenceuse qui en parlait sur ses réseaux disait évidemment elle n'est pas aussi efficace que les autres sur le marché qu'on connaît bien. Elle dit mais en fait finalement pour les questions qu'on a à se poser, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus vertueux à aller vers une IA qui est moins performante mais qui fait plus de liens symbiotiques avec son environnement et son milieu? Oui, bien sûr. Alors, les meilleures IA, hein, les meilleures IA génératives surtout, ce sont les IA les moins performantes. Parce que, alors, non seulement dans leur design, leur architecture, mais il faudrait aussi ajouter un autre point, c'est des IA qui obligent une hybridation avec les humains. Parce qu'une IA qui serait circulaire, hein, d'un point de vue énergétique, même pour l'eau, etc., mais qui serait toujours performante dans son service, en fait, serait un outil de délégation et donc un outil d'aliénation. Et donc, ça serait en fait terrible. Il faut pour moi que la robustesse aille jusqu'au bout, quoi. Il faut que les IA ne soient pas performantes non plus dans l'output qu'elles proposent. Parce que si elles sont trop performantes, on va les suivre. Donc, il faut vraiment que ce soit des IA où il y a besoin de corriger après. Et ça court-circuite le trouble dont vous parliez au départ avec les artistes, et donc l'art de poser les questions aussi. C'est fini. La réponse arrive presque en avance et anticipe les questions. Exactement. Ou elle les neutralise. Voilà, c'est de l'IA dégénérative. En fait, d'ailleurs, ceux qui designent de l'IA le savent très bien. Hein, il y a un gros problème de consanguinité dans l'IA. Donc, les IA qui sont très performantes produisent beaucoup de contenu rapidement et qui se tient bien. Hein. Donc, du coup, elles se nourrissent des contenus qu'elles produisent elles-mêmes. Et alors ça dégrade très, très vite. Hein. Alors en biologie, on connaît ça par cœur, hein, la consanguinité, c'est presque la méthode de dégradation la plus rapide qui existe sur Terre. Hein. C'est que vous prenez un épi de maïs en génération F1, donc un hybride, voilà, donc là vous avez un bel épi de maïs tout jaune, et puis l'année suivante, vous recroisez votre épi de maïs, enfin votre maïs sur la même plante. Dès l'année suivante, vous avez un épi de maïs avec la moitié des grains qui ne sont pas là, et l'autre moitié qui ont des drôles de formes. C'est pareil pour l'IA. Il y a plein d'expérimentations qui ont été faites comme ça, où une IA, au bout de 6 tours, hein, où elle se nourrit sur elle-même, c'est un texte sur le Moyen-Âge devient un texte sur des lapins. Donc ça va très vite. Hein. Et il y a même des cas où on perd des lettres de l'alphabet. Hein. Donc là, c'est carrément dingue. Hein. Donc ça veut dire que c'est ça le problème des IA très performantes, c'est qu'elles sont contre-productives pour elles-mêmes, y compris elles-mêmes. C'est que l'IA est en train, enfin générative, hein, l'IA générative est en train de tuer Internet. Parce que maintenant, quand on ouvre une page Internet, on ne sait pas si c'est un humain ou une machine qui l'a faite. Hein. Il y a à peu près un tiers des pages Internet qui sont actuellement créées par des IA. C'est complètement fou. Hein. Et donc ça va fragiliser énormément le système. Et là, on est encore à un moment où ça se voit encore, quoi. Enfin, on arrive à voir le truc. Mais pardon, pour compléter, je crois que sur les réseaux sociaux, 60 à 70% des posts sont écrits par l'IA. Donc on est même plus dans une communication interhumaine. Voilà, exactement. En fait, et même à l'université, on commence à avoir des cas comme ça où les étudiants utilisent de l'IA pour faire leurs devoirs, hein, et le prof va utiliser de l'IA pour le corriger. Donc là, c'est du théâtre. Hein. Mais là, on revient à la question de la frénésie du temps, en fait. C'est-à-dire tout ça est fait pour gagner du temps, et pour les étudiants, et pour les professeurs, mais avec la construction de soi qui est empathie. Il ne se passe rien, il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus de voyage.
Voilà, exactement. En fait, on est dans un moment où, bah, on dégénère quoi, hein, vraiment, hein. Donc, mais bah, alors c'est ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'on voit le mouvement parallèle quand même, il y a de plus en plus, de personnes, et de jeunes notamment qui se forment à l'artisanat, qui veulent devenir, électriciens, qui veulent devenir, plombiers. Donc c'était des métiers qui étaient complètement, désertés, hein, depuis des décennies. Bah, là, ils se rendent bien compte que c'est un métier qu'on va toujours garder, des métiers manuels où vraiment on a un lien à la matière. Et c'est petit encore, hein, mais il y a quand même une forme d'inversion, qui est en train de se passer là. Donc ça, c'est, aussi intéressant. Ouais, parce que dans le fer, il y a quelque chose qui se transforme, quoi. Il y a quelque chose qui s'ancre dans Oui, le corps et donc dans l'esprit. Ça rend plus intelligent, finalement, le fer. oui, absolument. Bah, c'est là où on retrouve les artistes, hein, d'ailleurs, hein, enfin le savoir-faire, voilà, le faire, avec ses mains, quoi. Et pour terminer, j'ai une question, mais c'est pas une question piège, mais c'est une question vraiment très ouverte. C'est de se demander si finalement, derrière l'efficacité, ce qui est incriminé souvent, c'est aussi les indicateurs de performance qui sont Mmh. utilisés. Est-ce qu'on pourrait inventer de nouveaux indicateurs qui ne soient pas pris dans cette spirale de la performance? Est-ce qu'on peut considérer que le langage, justement, serait un bel indicateur pour construire une vie bonne? C'est pas une question Bien piège, sûr. hein. Ouais, ouais, non, non, mais j'aime bien en fait, l'antidote à l'indicateur de performance, parce qu'il faut bien considérer que l'indicateur de performance est toxique. Ça pousse à la pensée réductionniste, hein. De nouveau, l'adage zen, voilà, celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. L'indicateur de performance, ça pousse à réduire le monde. Donc il faut un antidote. L'antidote, ça forcément, ce sera un outil dynamique qui, fait chanter les fluctuations, voilà, qui nous fait danser quelque et ben, le langage, c'est clairement un outil parce que les désaccords féconds, là, oui, il va falloir, on va pas chercher le consensus. On va plutôt chercher le sens commun en problématisant, hein, comme dit, Isabelle Stengers, quoi. Donc le sens commun, c'est le contraire du consensus. Parce que justement, ça demande de problématiser et donc de vivre des fluctuations. Et donc il y a des outils, hein, et c'est ce que je dis parfois quand je rencontre des entrepreneurs, hein, l'antidote à l'indicateur de performance, c'est le stress test. Le stress test, c'est on prend n'importe quelle organisation et on fait, venir une fluctuation aléatoire. On tire au sort, hein, une carte, par exemple, qui dit: «Bah, voilà, le pétrole est 2 fois plus cher l'année prochaine» ou «Pendant 6 mois, on n'a plus accès à internet». Bah, là, on va se poser d'autres questions et on va devoir, réfléchir, augmenter les marges de manœuvre, mettre du jeu dans les rouages, et en effet dialoguer, quoi. Il va falloir chercher, des solutions plurielles. Ça, c'est, en tout cas, c'est une première façon pour dérailler de cette idéologie du monde stable qui nous enferre dans le canal de la performance. Olivier Hamant, je vous remercie de vous être prêté au jeu de la robustesse confrontée à la question des crises des temporalités. C'était un plaisir de vous écouter, même à distance. Merci, merci de l'écoute et des échanges.